Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour résumer le premier chapitre de géographie qui s'intitulait Du développement au développement durable. Alors, ce qui est important de retenir sur ce chapitre introductif, c'est qu'il y a une différence entre le développement et le développement durable. On va le voir, le développement c'est à la fois un développement économique, mais également un développement qui prend en compte le bien-être des populations, notamment la santé et l'éducation. Par ailleurs, le développement durable, lui, va un peu plus loin, car il prend en compte, au-delà de la richesse, donc le développement économique, et des populations, le bien-être des populations, il prend aussi un dernier élément en compte, qui est l'environnement. Donc voilà pour la différence entre ces deux notions. Et dans ce cours, il faut essayer de voir comment se manifeste le développement. On insiste aussi sur les inégalités, donc les différences de développement entre les différents espaces. Et enfin, on vous montre pourquoi on a développé le concept de développement durable, pourquoi cette idée, mais également quelles sont ses limites. Donc dans une première partie, on va d'abord voir qu'est-ce que le développement, et on va également voir qu'il existe des inégalités de développement à toutes les échelles d'observation. Dans une deuxième partie, on va voir que, outre cette idée de développement, on a un défi. L'humanité est face à un défi, c'est l'augmentation de la population. Et cette augmentation de population, elle se traduit par un certain nombre de défis. Autre défi qui est relativement nouveau, c'est le défi d'un développement durable. Troisième partie. Comment allier le développement économique, cette augmentation de population, l'augmentation des besoins, et un développement qui soit respectueux à la fois des sociétés et de l'environnement. Dans une première partie, on avait essayé d'interroger ce qu'était le développement, et on avait vu qu'il existait des inégalités de développement à toutes les échelles. C'est-à-dire que par exemple, tous les pays du monde ne sont pas développés de la même façon, mais que c'est observable à d'autres échelles. Par exemple, à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un quartier. Donc cet exercice de changement d'échelle, c'est quelque chose que vous devez absolument maîtriser. Ça permet souvent de nuancer le propos. Tout d'abord, on a essayé de voir quels indicateurs pouvaient nous permettre de mesurer le développement. Vous connaissiez la plupart du temps le PIB, qui mesure la richesse, et seulement la richesse en fait d'un État, et qui est donc pour nous insuffisant. Un autre indicateur existe, c'est le plus utilisé, et c'est l'IDH. L'IDH permet de mesurer le développement selon trois critères principaux. La richesse, l'éducation et la santé. Santé qu'on calcule notamment avec l'espérance de vie. C'est un indicateur qui a ses défauts, mais qui est beaucoup plus complet que le seul PIB pour mesurer le niveau de développement d'un pays. Donc à partir de là, et avec cet indicateur qu'est l'IDH, on avait vu une carte, on avait essayé de voir qu'il y avait certains pays qui étaient plus ou moins développés, et qu'on pouvait les classer. D'abord, on le constate, on a une catégorie ici de pays qui ont un IDH relativement faible, au-dessous de 0,5, et donc ces pays, on peut les considérer comme des pays moins avancés. Moins avancés par rapport à une autre catégorie de pays, ici, qu'on qualifiait de pays émergents, c'est-à-dire de pays qui sont en train de se développer et qui progressent en termes d'IDH. Parmi ces pays, on pouvait distinguer des pays émergents qui sont beaucoup plus avancés que les autres, que sont les BRICS. Donc BRICS, c'est un acronyme qui signifie Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, South Africa. Enfin, dernière catégorie, on avait les pays développés, en bleu foncé sur la carte, principalement au nord, avec l'Europe, l'Amérique du Nord, mais également l'Australie et une partie de l'Amérique du Sud, avec le Chili et l'Argentine. Les pays du Golfe, ici, font figure d'exception, parce que leur niveau de développement est en grande partie lié à des richesses pétrolières, donc souvent on les considère plutôt comme des pays émergents. On avait vu aussi qu'il existait auparavant une limite dite nord-sud
qui était censé distinguer les pays développés au nord des pays moins développés au sud. Aujourd'hui, vous le voyez, cette limite n'a plus vraiment de raison d'être. Donc, si vous la croisez dans un document, n'oubliez pas de la critiquer et de dire que c'est une limite largement dépassée. Ces inégalités, elles se voient aussi à des échelles plus fines, d'autres échelles d'observation. On s'était intéressé notamment au cas du Mexique, donc qui, à l'échelle du monde, fait plutôt partie des pays émergents. C'est-à-dire qu'il a un IDH plutôt élevé et qui a priori progresse. Néanmoins, lorsqu'on observe à l'échelle du pays, on constate bien que le nord du pays a un IDH, ici, un IDH bien plus important qu'une grande partie de la partie centrale du Mexique, la partie sud notamment, qui est finalement assez peu développée. Néanmoins, on s'était intéressé à Mexico, la capitale, qui, bien qu'elle fasse partie du sud du Mexique, est une partie très développée, disons développée, du pays. On le constate par exemple, Mexico a un IDH compris entre 0,80 et 0,88, soit la moyenne des pays dits développés. Lorsqu'on s'intéresse à la ville de Mexico, on voit bien qu'un certain nombre d'indicateurs nous montrent que la situation est contrastée. Ici, on avait un indicateur de la pauvreté, et notamment la part des foyers dont les revenus par personne ne permettent pas de subvenir aux besoins alimentaires. On le voit, on avait une ville-centre qui était plutôt épargnée par des problèmes d'alimentation, mais en périphérie, vous le voyez au nord de la ville ici, ou au sud, on a des populations qui se retrouvent en grande difficulté alimentaire. 35% de la population de ces territoires, de ces espaces, se trouve en situation de pauvreté alimentaire. De la même façon, à l'échelle d'un quartier, on peut voir ces inégalités à l'œuvre. Ici, on le voyait, à gauche, on avait une partie d'un quartier qui était visiblement plus pauvre que la partie à droite, où on voyait un certain nombre de véhicules, un nombre plus important, des bâtiments qui avaient l'air beaucoup plus neufs, plus spacieux, des allées entretenues. Donc tout ça nous montrait bien qu'il y avait une différence de développement entre ces deux espaces, des différences qui se matérialisaient par des niveaux de richesse, mais on pouvait supposer un niveau d'éducation et une santé meilleure. On avait aussi remarqué qu'il y avait un mur de séparation entre ces deux espaces, et que cette partie du quartier à droite était en fait un quartier qui était cloisonné, qui vivait en vase clos et qui était protégé du reste de la ville par des hauts murs, souvent aussi des systèmes de protection. On parlait alors de gated communities. On avait vu un exemple d'un film, La Zona, qui parlait bien de ce problème au Mexique. Dans une deuxième partie, on avait vu que la population augmentait et que on estimait que la population allait être environ de 10 milliards d'humains en 2050. On s'est demandé d'abord si la croissance démographique était infinie. Vous vous rappelez, dans le premier chapitre d'Histoire, on avait étudié ce graphique qui montre l'évolution de la population mondiale de l'Antiquité à 2050. 2050, c'est évidemment une projection, c'est-à-dire une estimation. Vous le voyez, au cours des 2 derniers siècles, la population mondiale a considérablement augmenté. On a une forte accélération de la croissance démographique qui est liée à la transition démographique. Un certain nombre de pays, la plupart, sont soit engagés, soit ont terminé leur transition démographique, et donc ça a eu pour conséquence d'augmenter considérablement la population mondiale. On s'était demandé jusqu'où la population mondiale allait augmenter. On avait vu qu'il y existait différents scénarios qui allaient d'une diminution de la population à des scénarios d'augmentation plus ou moins forts et qui semblaient plus ou moins alarmants pour un certain nombre de personnes. Néanmoins, le scénario le plus probable est celui d'une stabilisation, donc ce scénario ici, une stabilisation de la population mondiale après 2050. Donc,
la population mondiale atteindrait un plafond, une limite, autour de 9 à 10 milliards d'hommes sur Terre. Dès lors que la population mondiale augmente, aujourd'hui, je vous le rappelle, on a une population mondiale qui est de l'ordre de 7,5 milliards d'habitants, et si donc la population augmente jusqu'à 10 milliards en 2050, ça implique des besoins importants et des besoins nouveaux. Des besoins importants parce que la population augmente, plus d'hommes, ça signifie par exemple plus de nourriture, mais également des besoins nouveaux, parce que, on l'a vu, ces pays se développent. C'est-à-dire que leur niveau de richesse, leur niveau de santé et leur niveau d'éducation augmentent. Donc globalement, des pays qui n'avaient pas un accès suffisant à la consommation, par exemple, ou un accès très important à la consommation, vont commencer à accéder à une nourriture qui prend en compte plus d'aliments d'origine animale, par exemple, ce qu'on avait vu dans le chapitre sur l'alimentation, qui a besoin de plus d'énergie, etc. Donc, une population nombreuse, c'est plus de besoins, c'est ça qu'il faut retenir. Autre élément, la population est de plus en plus urbaine, c'est-à-dire qu'elle vit de plus en plus en ville. Donc, les espaces qui vont contenir, qui vont le plus être touchés en fait, par cette augmentation de population, ce sont souvent les villes. Et vous le voyez, autour de 2009-2010, ici, on a une population mondiale qui était majoritairement rurale et qui passe, à partir de 2010-2009, à une population majoritairement urbaine. Et l'écart entre ces deux courbes risque de s'accroître au cours des années futures. Autre problème, une population plus nombreuse, c'est souvent une pression sur un certain nombre de ressources. L'alimentation, on l'a vu dans le chapitre sur l'alimentation dans le monde, mais également l'eau, et ici on avait vu une carte du stress hydrique. Ce sont en fait les espaces qui manquent d'eau à un certain moment de l'année, et donc il y a des risques de manque. Dans la troisième partie de ce chapitre, on s'était demandé comment on pouvait allier en fait ce problème de population qui augmentait avec un développement durable. D'abord, dans le tas, on avait vu ce qu'étaient les limites du développement. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de ressources qui ne sont pas forcément renouvelables. Et donc, c'est un mode de vie qui n'est pas tenable sur le long terme. On considère qu'en moyenne, aujourd'hui, au niveau de consommation de ressources actuelles, on consomme l'équivalent d'une planète et demie en termes de ressources. C'est-à-dire qu'on consomme plus que la planète ne fournit de ressources en une année. Donc c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut poser des problèmes beaucoup plus importants. Et donc, ça pose la question d'un développement durable. On avait vu aussi que l'empreinte écologique, donc les nuisances sur l'environnement, les problèmes environnementaux, notamment les émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2, dépendaient du niveau de développement des pays. Plus les États sont développés, plus en fait, ils ont un impact négatif sur l'environnement. Comme ici, les États-Unis, vous le voyez en rouge, sont un des principaux pollueurs de la planète. La pollution de l'environnement se traduit par de différentes formes. Donc on a une pollution des sols qui est souvent due à l'agriculture, une pollution de l'air qui est liée à la fois à la production, l'économie en fait, mais également au transport automobile. La pollution atmosphérique, elle a des conséquences sur les populations et souvent on a une mortalité plus importante dans les endroits qui sont les plus pollués. D'où l'idée d'un développement durable. Comment concilier économie, environnement et bien-être des populations. L'idée du développement durable, c'est de trouver un mode de développement qui permette justement d'allier ces différents éléments. Un schéma à connaître absolument. Le développement durable, il comporte trois piliers. Un pilier social,
Donc là, il s'agit de réduire les inégalités, de permettre le bien-être des populations, un pilier économique, il s'agit de se développer économiquement, justement afin d'avoir suffisamment d'argent et de moyens pour faire bien vivre sa population, mais également de concilier ces deux objectifs avec un objectif écologique, c'est-à-dire de ne pas consommer plus que la planète ne peut produire. En fait, limiter sa consommation énergétique par exemple, ou limiter aussi les pollutions, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les pollutions des sols. On a vu également que le modèle de développement durable était critiqué et critiquable. Pour certains États, c'est un concept, une idée, qui a été développé par des pays déjà riches, et pour des pays qui sont émergents ou moins avancés, c'est souvent, ou en tout cas ils le considèrent comme tel, c'est souvent un frein à leur propre développement. Donc pour le devoir, je vous conseille de réviser ce qu'on avait vu, notamment les graphiques. C'est quelque chose de très important sur ce chapitre. On avait étudié pas mal de graphiques, notamment ici sur le Sénégal, une étude de cas sur le Sénégal, où on avait commenté l'évolution de courbe. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir faire, expliquer comment évolue une courbe et essayer aussi de l'analyser et d'en parler avec vos connaissances. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de révision. Bonne fin de vacances!